Bienvenue dans Voix d'inconnu. Je suis Mariam. J'aime voyager loin, mais ce sont les rencontres qui me touchent le plus. Celles qui ne font pas de bruit, celles qui ne cherchent pas à convaincre, mais simplement à comprendre. Aujourd'hui, je tends le micro à Yacine, un Français, doctorant en astrophysique, qui étudie à l'université de Georgia Tech à Atlanta. Il s'agit du 3e et dernier épisode de cette interview. On se demande souvent ce qui se passe dans la tête d'un scientifique. Comment pense-t-il ? Est-ce qu'il doute ? Et que fait-il des grandes questions que nous nous posons tous ? D'où vient l'univers ? Quel est le sens de tout ça ? La science et la religion sont-elles compatibles ? Dans cet épisode, Yacine partage sa manière de penser, ses questionnements profonds et son rapport à la science, à la foi et à l'inconnu. Un échange rare, sans langue de bois, où la science se rencontre l'humain. Tu travailles avec des mathématiques dans des laboratoires et des concepts très abstraits, mais qu'est-ce qui t'aide à garder les pieds sur terre ? Alors ça, c'est une question à laquelle je répondrai par une question. Quel est notre besoin de garder les pieds sur terre ? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je garde les pieds sur terre ? La réponse que je donnerai, et c'est peut-être une réponse que tu obtiendras même de personnes qui font de la musique ou qui font du sport, c'est que on s'autorise parfois à perdre pied. C'est-à-dire que il y a des moments où je vais rentrer dans un truc et en fait je vais lever la tête peut-être 7 ou 8 heures plus tard, en me disant ah ouais, il y a une journée entière qui s'est passée. Il y a des moments comme ça où juste t'es à fond dedans et tu perds pied, et entre guillemets c'est pas forcément une mauvaise chose parce que c'est juste un état de concentration extrême, on va dire. On va vraiment chercher à obtenir la solution. Mais qu'est-ce qui m'aiderait à garder pied ? Je dirais que j'aime beaucoup imaginer les choses. C'est-à-dire que même quand je vois une équation, de manière générale, déjà j'arrive quasiment pas à apprendre par cœur. Donc quand je te dis que je vois une équation, en fait je vois surtout le phénomène lié à l'équation. Et en fait j'adore mettre un phénomène sur les chiffres ou les lettres qui constituent l'équation. Et donc j'essaie tout le temps de me représenter les choses comme ça. C'est-à-dire que tu vois, je bouge beaucoup les mains. Parce qu'en fait moi la façon dont je le comprends, c'est exactement cette vision-là. C'est le fait de me représenter la chose physiquement. Le fait de voir par exemple... Si je prends l'équation de Navier-Stokes, c'est une équation qui permet de prédire comment un fluide s'écoule, évolue. Moi j'aime bien voir des vagues ou de l'eau qui coule quelque part. Mais je vais pas voir forcément, là si tu me demandes de l'écrire au tableau, je saurais pas le faire. Et donc je pense que c'est ce qui un peu m'aide à garder pied, c'est que si je commence à faire des choses où j'arrive pas à visualiser, en général je m'arrête tout de suite parce que ça veut dire soit que je suis allé trop loin, ou soit ça veut dire que ça n'a pas forcément de sens. Et donc dans les deux cas, j'aime pas trop. Donc ça me fait redescendre. Il y a beaucoup de théories sur l'origine du monde et de l'univers. Certains parlent du Big Bang, d'autres y voient le fruit du hasard, et pour d'autres encore, c'est une création divine. Toi, en tant que chercheur en astrophysique, quel regard tu portes sur ces différentes visions ? Je dirais que c'est une question piège. Dans quelle mesure ? Dans la mesure où, en tant que scientifique, souvent tu regardes un peu tous les aspects en même temps. C'est-à-dire que ce que j'aime beaucoup sur les trous noirs, de manière générale, ce que j'ai toujours beaucoup aimé même quand j'étais petit, c'est le fait qu'on est à la limite de toute chose. Les lois physiques ne fonctionnent plus autour, le temps s'arrête, l'espace est complètement tordu, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, c'est une singularité, donc tout part à l'infini, il n'y a rien qui peut prédire, quoi. Et donc quand tu arrives à des cas comme ça, souvent tu te prends un peu à philosopher. C'est-à-dire que, au final, quand je sais qu'un trou noir c'est la taille de 1 milliard de fois la Terre et que c'est juste un énorme truc gargantuesque prêt à m'avaler, au final qu'est-ce que c'est mon petit problème à côté, ou qu'est-ce que finalement ma vie à côté de ça, ou bref, notre existence de manière générale. Il y a beaucoup de philosophie dans les sciences, notamment quand tu vas à haut niveau, quand tu pousses très loin dans un domaine, tu te retrouves toujours à philosopher à un certain moment, et c'est d'ailleurs pour ça que je pense les grands mathématiciens, physiciens de l'histoire ont aussi toujours été des grands philosophes. Ce que je pense de l'origine de notre existence, c'est que on n'a pas assez d'informations encore, et je pense qu'on n'en aura peut-être jamais assez. On trouvera toujours quelque chose de nouveau.
Aujourd'hui, le Big Bang est privilégié, notamment parce qu'on a observé des choses qui nous tirent vers cette théorie. Bien que dernièrement, on est en train de remettre en cause ce postulat pour ce qu'on appelle le Big Crunch plutôt que le Big Bang. Le Big Crunch, c'est l'idée que le Big Bang n'est pas le début, mais juste un reboot. C'est-à-dire que, globalement, il faudrait imaginer que l'univers est comme un élastique, qu'il s'est étiré. Puis d'un coup, réaction élastique, on est arrivé au bout, donc l'élastique est revenu sur lui-même, donc l'univers s'est recomprimé jusqu'à un tout petit point, Big Bang, donc du coup il s'est redécontracté à cause de l'explosion de Big Bang, et puis l'idée c'est que c'est arrivé peut-être 1, 2, 5 000, 10 000, 20 000, 100 000 fois, quoi. On ne sait pas trop. Mais donc c'est un peu le postulat qu'on a, et d'où vient ce postulat? C'est le fait que on voit l'univers ralentir. Quand on simule l'évolution de l'univers, l'expansion de l'univers ralentit. Et donc l'idée, c'est qu'il y a trois grandes solutions. Soit l'univers va s'étendre tellement que, entre guillemets, il va se déchirer. Alors, qu'est-ce qu'on appelle se déchirer? C'est très complexe et il y a des gens très matheux qui essaient de mettre des équations dessus, mais voilà. L'autre scénario, c'est que ça se fige, c'est-à-dire que on va se ralentir, puis on va se figer, et puis tout va devenir froid. Et les étoiles vont s'éteindre une à une, et puis ça devient tout noir. Bon, bien sûr, ça va prendre quelques milliards d'années, mais... Et ensuite, la troisième théorie, c'est justement le Big Crunch, c'est-à-dire qu'on s'étire, on ralentit, puis ensuite on se recomprime. Et donc ça, c'est la solution qui est privilégiée par la communauté, notamment parce qu'elle expliquerait d'où vient le Big Bang par le fait qu'il y avait quelque chose avant et que ça s'est recomprimé et que c'est devenu un Big Bang. Donc en gros, entre guillemets, si c'est ça la solution, on arrive à voir un peu plus loin derrière, mais ça ne répond pas beaucoup plus à nos questions de pourquoi on existe. La question de pourquoi on existe, honnêtement, chacun a sa réponse, je pense. Elle dépend de beaucoup de choses, nos croyances, nos expériences, notre religion, notre cadre social. Et c'est vrai que ma recherche interfère un peu avec tout ça, dans le sens où finalement on est en train de regarder l'univers, donc on pense à certaines choses, on se dit tiens, et si peut-être ça c'était le fruit du hasard, ou bien le fruit d'une loi qu'on ne comprend pas encore, ou est-ce qu'on verrait pas les choses de la mauvaise manière aussi? C'est-à-dire que en tant qu'être humain, on voit les choses en 3 dimensions, avec telle couleur, etc. Qu'est-ce que la réalité au final? Bon, beaucoup de philosophes se sont attaqués à cette question. On n'a pas forcément de réponse. Et donc oui, je dis que c'est une question piège parce qu'il y a une infinité de réponses possibles. Je pourrais répondre beaucoup de choses différentes et toutes ces réponses seraient tout aussi cohérentes à mon sens vis-à-vis de ta question. Donc je pense que chaque personne qui nous écoute a une réponse différente à la question que tu viens de poser. Donc moi, ma réponse, c'est qu'il y en a beaucoup. Il y a une infinité de solutions et qu'on n'a pas encore assez de connaissances pour éliminer cette infinité et en trouver une, si tant est qu'il n'en existe qu'une. Est-ce que tu penses qu'on peut concilier démarche scientifique et spiritualité? Car on a souvent tendance à opposer les deux. On a souvent tendance à opposer les deux dans le monde actuel, je dirais. C'est-à-dire qu'on est dans une société, on va dire, où la spiritualité, la religion, les croyances, surtout quand on a grandi en France, dans un pays laïque, qui met un point d'honneur au fait de décorréler la religion de toute chose, eh bien, on se prend à décorréler la science et la religion. Mais beaucoup de grands chercheurs étaient aussi très religieux. Et c'est quelque chose qu'on fait un peu tomber dans l'oubli de l'histoire. Mais c'était aussi des grands critiques de la religion aussi. C'est-à-dire qu'ils étaient religieux, ils étaient scientifiques, et parce qu'ils justement se posaient ces questions et y pensaient de manière presque quotidienne, ils finissaient par beaucoup critiquer la religion telle qu'on la voit quand on la simplifie trop. Pour moi, il y a beaucoup de moyens de concilier la spiritualité et la science. Notamment quand on permet un flux d'informations de l'un à l'autre. C'est-à-dire que on va pas prendre la religion comme la base absolue de mes théories scientifiques parce qu'au final, je vais aboutir à des théories scientifiques qui sont pas rigoureuses. À l'inverse, je vais pas utiliser la science pour démonter ma religion parce que ça va apporter pas grand-chose si ce n'est qu'au final, on n'a aucune explication. Donc l'idée, c'est qu'il faut réussir à permettre à ces deux blocs de notre conscience, de notre façon de penser,
Il faut autoriser ces blocs à communiquer entre eux. À dire tiens, voilà, dans tel phénomène, je vois telle chose qui peut être dite dans ma religion, ou peut-être à travers tel truc dans ma religion, je peux voir tel phénomène physique. Voilà, il y a plein de façons de le faire, et je pense que la religion, de toute façon, est quelque chose qui varie d'un individu à l'autre, encore une fois. Il y a des gens qui prennent ça très à cœur, il y a des gens qui prennent ça de manière avec plus de distance. Il y a des gens qui détestent ça, il y a des gens qui aiment ça dépend de l'expérience aussi, parce que je sais qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la religion est souvent très mal utilisée. Pour autant, si on est en paix avec la façon dont on pense, pour moi, il n'y a pas de contradiction entre science et religion, il y a simplement une sorte de complémentarité. Là où la science ne répond pas, il y a la religion, là où la religion nous fournit des choses un peu trop alambiquées, il y a la science pour l'expliquer, et puis on continue comme ça. Si tu pouvais poser une seule question à l'univers, ce serait laquelle? Je pense que je demanderais à voir ce qu'il y a au-delà de ce qu'on appelle l'horizon des événements, donc le point de non-retour des trous noirs. C'est-à-dire que c'est un endroit, comme je le disais, où pour s'en échapper, il faut aller plus vite que la lumière, ce qui est normalement, d'après la physique moderne, impossible. Donc je suis très curieux de voir qu'est-ce qu'il y aurait après cet horizon des événements-là. Pourquoi est-ce que j'adorerais voir ça? Eh bien parce qu'on a ce qu'on appelle la théorie de l'information. La théorie de l'information, c'est que normalement, quand bien même on peut détruire des choses, on peut les transformer, les faire disparaître ou apparaître, l'information qui vient avec ces choses-là, elle est conservée, elle existe quelque part, elle est forcément retranscrite. Et le problème, c'est les trous noirs, c'est-à-dire que ça absorbe tout, la lumière qui vient de toutes les directions, la matière qui tombe dedans, etc. Et moi, j'aimerais beaucoup avoir accès à l'information liée à ces trucs-là. Qu'est-ce qui est tombé dedans? Pourquoi c'est tombé dedans? Comment c'est tombé dedans? Et d'ailleurs, il y a un peu, si on fait l'expérience de pensée en relativité de quelqu'un qui tomberait dans un trou noir, la dernière chose qu'il verrait, si les théories sont correctes, c'est l'entièreté de l'univers en une seule image. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'ISCO, donc c'est la dernière orbite stable, donc c'est la plus à l'intérieur. Et cette ISCO, toute la lumière qui arrive dessus tourne à l'infini dessus. Et donc il faut imaginer que ce trou noir a accumulé de la lumière pendant des millions et des millions d'années. Et donc toi, tu arrives et tu rentres dans ce faisceau de lumière. Qu'est-ce que tu vois? Eh bien, tu vois l'évolution de plein de choses en accéléré peut-être, ou en ralenti, on ne sait pas. D'un coup, il y a un flux d'informations énorme qui te tape dans la rétine, entre guillemets. Et ce serait incroyable. Moi, mon côté passionné dit que ce serait incroyable de voir ça. Après, je pense que beaucoup d'autres personnes auraient d'autres questions à poser à l'univers, en effet. Mais moi, j'aimerais beaucoup voir ce phénomène. Peut-être que l'univers t'écoute et te répondra. Peut-être un jour. On verra bien. Pour finir, je t'ai préparé une petite série de questions où tu dois y répondre le plus rapidement possible. D'accord. Allez, c'est parti. Allons-y. Si tu pouvais voyager dans l'espace, quelle serait ta première destination? Le trou noir au centre de notre galaxie, Sagittarius à étoile. Est-ce que tu crois qu'on finira par comprendre totalement l'univers ou bien qu'il restera toujours une part de mystère? Je ne peux pas répondre rapidement à cette question. En fait, je trouve que plus on en sait, plus on a accès à des savoirs plus complexes. La question, c'est est-ce que la complexité est infinie ou non? Et étant donné l'étendue, mais aussi la complexité avec laquelle les choses infiniment petites s'assemblent pour faire des choses infiniment grandes, je pense que la complexité de l'univers est très 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 grande, si ce n'est infinie. Donc je pense qu'il y aura toujours une part de mystère. On arrivera toujours à se heurter à des challenges nouveaux, et c'est d'ailleurs ça qui fait que c'est intéressant, parce que si on finit le jeu, à un moment, on se lasse du jeu, donc c'est dommage. Mais je vois la recherche comme une sorte de jeu qu'on finira jamais, mais dans lequel on évoluera tout le temps et qui sera toujours intéressant de participer. Si tu pouvais baptiser une mission spatiale, quel nom choisirais-tu? Justement, on avait ce problème-là. La mission que je suis en train de développer actuellement, je voulais l'appeler Sarah, parce que ma mère s'appelle Sarah. Finalement, on a dû se rabattre sur un nom un peu plus parlant au grand public, et donc le nom c'est Sprite. Sprite? Oui. D'accord. Il n'y a pas de raison particulière? En fait, c'est un acronyme pour tout ce qui se passe dans la mission. Donc, on a mis les trucs ensemble et on a essayé de trouver une façon de faire en sorte que ça donnait un... Donc, Sarah, ça marchait, mais bon. Les gens ont voté pour Sprite.
Donc ce sera Sprite. Science-fiction ou documentaire? Documentaire. Si tu devais résumer la recherche en un seul mot? Je pense qu'on l'a déjà fait, c'est persévérance pour moi. La France ou les États-Unis d'Amérique? Ouf. Je peux pas choisir entre les deux. Ouais. La France, il y a toutes les personnes que je connais, mon enfance, la culture à laquelle je me suis habitué, dans laquelle j'ai grandi et l'environnement dans lequel j'ai grandi. Les États-Unis, c'est la promesse de grands projets et d'aventures qui, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 3 ans que je suis là, se sont toujours révélées passionnantes et palpitantes. Donc, si on pouvait avoir quelque chose au milieu, je dirais pas non. Mais voilà, chacun a ses choses. C'est pour ça que je suis très attaché aux deux. Science ou philosophie? Ouf. Alors, j'adore la philosophie, mais j'ai une passion encore plus grande pour la science. Explorer ou transmettre? Ça va de pair, hein. Pour moi, explorer va de pair avec transmettre, parce que on n'explore jamais totalement un concept si on n'est pas capable de l'expliquer et donc de le transmettre. Et l'exploration, notamment dans des domaines comme la cosmologie, l'astrophysique, l'astronomie, c'est une sorte de transmission sans fin. C'est-à-dire que j'utilise des lois de la relativité qu'Einstein a postulées, donc qui nous a transmis au final. Moi-même, j'écris des articles qui vont être transmis à d'autres équipes qui vont, eux, bosser avec ces articles-là, et on continue comme ça. La recherche, c'est une sorte de grande transmission permanente, de chercheur à chercheur, de personne à personne. On construit des idées sur des idées sur des idées. Et puis, un jour, quelqu'un arrive et a la dernière brique d'un grand bâtiment, et ça te donne une grande idée. Mais chacun pose sa brique, en fait, au final. Et c'est pour ça que, je pense, même les prix Nobel le disent quand ils sont interviewés. Il y a un côté de... ils ont eu l'idée parce que beaucoup de gens auparavant ont, eux, débroussaillé un peu le phénomène, ont cherché des explications, etc. Et eux sont arrivés avec la dernière idée, celle qui, entre guillemets, clôt le problème et fait que on a une grande découverte. Mais donc, exploration et transmission, les deux sont indissociables pour moi. Merci beaucoup Yacine. Merci à toi. C'était très passionnant de t'écouter. Donc merci pour ta clarté, pour toutes ces explications et pour nous avoir emmenés le temps de cette conversation aux frontières de l'univers. Avec grand plaisir. Voilà. Et tu nous rappelles que la recherche, ce n'est pas seulement une affaire de calcul, mais une aventure humaine faite de doutes, d'intuitions et de rêves. Donc Yacine, je te souhaite plein de belles réussites pour la suite de ton parcours et que tes recherches continuent à t'ouvrir ces portes de l'univers. Merci beaucoup. Ce que je retiens de cette conversation, c'est que la science ne répond pas à toutes les questions. Et peut-être que ce n'est pas son rôle. Chercher, douter, croire, avancer, tout cela peut coexister. Merci à Yacine pour sa sincérité et sa confiance, pour avoir accepté de partager ce qu'il y a derrière les équations et les théories. Une pensée, une sensibilité, une quête de sens. Si cet épisode vous a touché ou que vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à écouter la version longue de cet échange, disponible sur la chaîne du podcast Voix d'inconnu. Parce que parfois, il faut du temps pour vraiment entendre une voix. À très bientôt pour une nouvelle histoire.